Je suis Frédéric Rioux, je travaille au marketing de Schneider Electric pour la clientèle bureau d'études. Aujourd'hui, on va vous parler de rénovation énergétique et tout le cycle de l'audit jusqu'aux travaux finaux. Avec moi, dans l'ordre, il y aura Thomas Garcia, qui est directeur du pôle efficacité énergétique chez Garcia Ingénierie, et Antoine Dury, qui s'occupe de l'offre de GTB, qu'on va vous présenter juste après. Alors, la rénovation énergétique, vous en entendez beaucoup parler. Vous voyez un peu les chiffres, je pense qu'ils sont connus, mais 44% des consommations d'énergie sont liées au bâtiment. Et donc, ce qu'on dit, c'est que plutôt que construire, il vaut mieux rénover. Un bâtiment neuf émet 1,1 tonne de gaz de CO2 pendant les 50 ans, excusez-moi. Et la première étape de la rénovation énergétique, c'est l'audit. Alors, un audit, vous pouvez le faire parce que c'est une obligation réglementaire. Vous êtes beaucoup soumis aux réglementations environnementales. Le décret énergie tertiaire, vous connaissez. La partie décret BAX, dont le premier seuil 2025 est arrivé pour les 290 kW. Et les audits énergétiques obligatoires. Donc, vous pouvez faire ces audits, que ce soit réglementaire, pardon, je suis allé un peu loin, ou que ce soit par conviction pour améliorer la qualité de votre bâtiment. Allez, j'enchaîne. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Thomas Garcia, donc bureau d'études Garcia Ingénierie. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Super, merci. Donc, je vais essayer de ne pas faire de généralité parce que le temps est assez compté et je pense qu'on a un public assez aguerri. Mais rappelez globalement donc, la place de l'audit énergétique à travers le dispositif du décret tertiaire. Donc, globalement, ça rentre dans un cadre de modulation d'objectifs. Tout simplement pour rendre atteignables les 40% qui sont demandés à 2030. Aujourd'hui, on a une date limite de dépôt des dossiers de modulation qui est fixée au 30 septembre 2026. Et encore, j'ai posé la question à l'ADEME via Opérat il y a quelques semaines, et cette date est encore contestée et peut-être amenée à être modifiée. Mais pour l'instant, selon les dernières informations officielles, on reste sur septembre 2026. Et pour tout ça, pour faire de la modulation d'objectifs, comme vous le savez déjà, la pièce maîtresse de ce dossier qu'il va falloir constituer, ça reste l'audit énergétique. Alors l'audit, on en parle sous 3 formats différents, que ce soit de la mesure instrumentée sur les consommations électriques, de la simulation thermique dynamique ou encore des bilans de puissance. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différentes méthodologies, mais plutôt vous parler donc de la place de ces audits dans le décret tertiaire. Donc il y a eu beaucoup d'audits énergétiques réalisés depuis la parution du décret tertiaire en 2019. Il faut savoir que le nombre de boîtes qui sont qualifiées, que ce soit par OPQIBI ou d'autres acteurs comme AFNOR, LNE ou ICERT, a vachement augmenté aussi depuis. On a plus 20% de boîtes qui sont qualifiées entre 2018 et 2024. Donc ça prouve aussi l'engouement du secteur et ses prestations d'audit énergétique. On estime aujourd'hui, alors il n'y a pas de chiffre officiel, et malgré des recherches très fines, on tombe à peu près à 550 entreprises qualifiées, ne serait-ce que par OPQIBI sur la qualification 1905, donc qui peuvent faire des audits énergétiques. Donc il y a un vrai engouement autour de ces audits. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a toujours pas la fonctionnalité sur Opérat pour déposer nos dossiers de modulation. Alors, faire un audit énergétique, c'est bien, il faut et on ne peut que vous encourager à le faire. Mais ce qu'il faut avoir en tête et ce qu'il faut garder comme objectif, c'est la suite de l'audit, puisque ce que va vous demander le décret tertiaire, ce n'est pas la réalisation de l'audit, c'est surtout l'atteinte des objectifs et ces fameux 40% d'ici 2030. Donc c'est ce passage à la suite qu'on va essayer de décrypter. Globalement, pour faire une rétrospective, après l'audit énergétique, on ne va pas épiloguer sur cette mission-là. Il y a toute une période de réflexion à mener de la part des maîtres d'ouvrage pour aller chercher donc, des financements, pour analyser des résultats et établir des schémas directeurs. Donc vraiment digérer l'audit, en tirer l'essentiel et passer ensuite à l'action. Et derrière, donc, il y a cette phase travaux qui est finalement le nerf de la guerre avec toute la planification, le déploiement des actions de performance énergétique et atteindre, si tout est bien fait en 2030, les objectifs. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est vraiment ce passage entre l'audit énergétique et la mise en place des travaux. L'audit énergétique, il faut savoir donc, que c'est une prestation réglementaire. Donc ça implique un respect d'une norme, la NFEN 16247,
Mais l'audit énergétique à lui seul n'est pas forcément suffisant pour assurer une bonne mise en œuvre des actions par la suite. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à réaliser après coup des études de faisabilité qui vont permettre de creuser et d'aller un peu plus dans le détail qu'un simple audit énergétique, bien que l'audit puisse être déjà très qualitatif, mais le temps est compté en audit, quelques dizaines de jours pour les plus fournis, et donc on n'a pas forcément le temps vendu pour aller dans le détail et aller creuser chacune des actions, et la prestation finale étant d'arriver à une prestation de maîtrise d'œuvre, et donc de concevoir les actions qui vont être déployées. Donc, juste pour revenir sur ces 3 grandes missions, l'audit énergétique, comme je le disais, il sert à donner des trajectoires, il sert à donner des chiffres, des investissements, des ordres de grandeur. Mais par contre, on ne peut pas rentrer dans le détail, que ce soit dans les CCTP, dans les DPGF, en termes de phasage et autres. C'est un peu la limite de l'audit énergétique. Et point important que j'ai mis en gras dans cette slide, il faut bien retenir que l'audit énergétique n'est pas engageant. Ça peut être une zone d'ombre qui n'est pas souvent explicitée en amont d'un audit. C'est-à-dire que les résultats affichés en audit n'engagent pas les bureaux d'études par la nature de la prestation. Alors, pour des petits travaux de rénovation, un audit peut suffire. Quand on parle de relamping LED en 1 pour 1, il n'y a pas besoin forcément d'aller pousser en étude de faisabilité. Pareil pour tout ce qui est reprogrammation des consignes et autres. Par contre, quand on va parler de programmes d'action d'ampleur, où on parle de scénarios avec plusieurs actions qui sont mises bout à bout, là, ça peut être dangereux d'engager des travaux directement suite à un audit. Pourquoi ? Parce que l'audit, comme on le disait, n'est pas engageant. La responsabilité du maître d'œuvre n'est pas présente. Et donc, le risque, ça serait d'avoir des décalages dans les coûts, d'avoir des décalages dans les performances chiffrées entre l'audit et la suite. Et donc, on va essayer d'en parler un peu de cette suite. Donc, nous, ce qu'on recommande, et par retour d'expérience, ça sera ma slide suivante, pour lever les doutes et surtout engager les prestataires pour s'assurer de la bonne performance, globalement, l'étude de faisabilité, ça paraît comme étant l'étape logique qui s'enchaîne, notamment pour préciser les chiffres. Donc on a plus de temps en étude de faisabilité pour aller vraiment dans le détail des actions, dans la conception et dans les chiffrages. Et ça permet de donner une feuille de route détaillée. Ce n'est pas forcément la finalité non plus, l'étude de faisabilité. Derrière, c'est là où les bureaux d'études peuvent endosser ce dossard donc, de maître d'œuvre, avec tous les engagements et les responsabilités que ça implique. Et cette fois, on va parler de descriptions plus poussées dans les pièces écrites, dans les pièces graphiques, dans les chiffrages et les estimations. En audit énergétique, on a beau mettre le temps et la qualité qu'on veut, ça ne sera jamais autant précis qu'une étude de maîtrise d'œuvre avec vraiment les chiffrages qui correspondent. Et notamment, donc, le bureau d'études, à travers une prestation de maîtrise d'œuvre, s'engage et a sa responsabilité qui est portée. Alors justement, un exemple concret, nous ce qu'on voit souvent, c'est suite à un audit énergétique, on met en avant l'assujettissement au décret BAX. Donc, Frédéric en parlait sur les puissances donc installées, hein, les fameux seuils de 70 kW ou 290 pour l'étape d'après. Le calcul du TRI est bon, c'est-à-dire moins de 10 ans pour une GTB, et donc on présente au client l'opportunité à mettre en place une GTB. Alors c'est là où on pense qu'il y a tout intérêt, dès l'étape d'audit énergétique, à intégrer les discussions avec les fournisseurs et les partenaires. Alors on a l'habitude, nous, par expérience, de travailler avec Schneider Electric, et d'où notre présence aujourd'hui, notamment pour fiabiliser ces éléments et apporter une vraie valeur ajoutée à l'audit énergétique, et que ça soit une continuité derrière en étude de faisabilité, en maîtrise d'œuvre. Notamment pour définir des listes de points, pour s'assurer des bonnes technologies et des bonnes architectures de réseau. On va en parler juste après. Mais voilà, construire un CCTP qui puisse être fourni à un intégrateur, on pense que c'est des étapes indispensables pour ne pas se faire piéger derrière. Parce que le piège, hein, c'est en présentant des ratios en audit énergétique, c'est de décevoir un client en phase de travaux, parce que les coûts ne seraient pas maîtrisés, les technologies non plus. Donc voilà, vraiment penser à intégrer dès la phase d'audit énergétique les discussions avec d'ailleurs l'ensemble des fournisseurs que vous retrouvez aujourd'hui sur le salon, mais encore plus quand il s'agit de GTB, parce qu'on est sur des technologies qui peuvent être très variées d'un site à l'autre, d'un projet à l'autre. Et donc on ne peut que recommander d'intégrer, sans que ce soit engageant d'ailleurs, hein, puisque en phase d'audit énergétique, on ne peut pas prescrire une technologie plus qu'une autre, mais d'avoir ce travail collaboratif avec des sociétés comme Schneider, on trouve que ça a tout son sens.
Et je finirai par un petit retour d'expérience avant de passer sur la partie techno. Chez Garcia Ingénierie, on réalise environ une centaine d'audits énergétiques par an à notre échelle. Donc on a un bureau d'études basé à Marseille. Et aujourd'hui, on est un peu peiné de voir qu'il y a moins de 5% de conversion entre les audits réalisés et le déploiement des travaux. Peiné, pourquoi? Parce qu'avant tout, on est des maîtres d'œuvre depuis plus de 45 ans. Et aujourd'hui, on voit un peu ces freins qui sont principalement les financements. Les audits énergétiques, c'est bien, ça a un coût, mais c'est que quelques milliers d'euros, on va dire, versus plusieurs centaines de milliers d'euros pour le déploiement des actions. Donc, suite aux audits, on est toujours à la recherche de financement ou de subventions et surtout de digérer les bonnes informations. Et avec le recul, on a eu un seul cas d'insatisfaction quand on est passé en phase travaux. Et tout simplement parce que suite à l'audit énergétique, notre client, sans même nous en parler, est passé en phase travaux. Et donc, on n'a pas pu le conseiller pour qu'il puisse mener à bien ses actions de mise en œuvre des travaux. Là où par contre, aujourd'hui, on a zéro insatisfaction lorsqu'on l'accompagne post-audit énergétique pour mettre en place soit une étude de faisabilité, soit de la maîtrise d'œuvre en fonction de la complexité des travaux. Et voilà, donc c'est là où on pense qu'il y a vraiment une continuité pour assurer la satisfaction de nos clients. C'est faire des audits énergétiques, la base, on a vu pour du dossier technique de modulation ou autre, mais surtout derrière assurer un suivi pour éviter un maximum de mécontentement et surtout s'engager avec nos clients pour atteindre les objectifs. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour sur ça. Je vais laisser la parole côté Schneider pour la techno. Merci Thomas. Est-ce que vous m'entendez bien? Formidable. Même au fond. Je voulais juste reprendre, faire un petit retour en arrière, prendre un peu de recul sur le marché aujourd'hui des petits et moyens bâtiments en France et de manière générale les bâtiments. On a essayé de représenter ici la répartition des bâtiments du parc installé en France. Et si vous regardez finalement cette répartition, vous vous rendez compte que la plupart des bâtiments aujourd'hui sont des petits, moyens bâtiments, moins de 5000 m². Donc ça représente 80-90% des bâtiments. Et de plus en plus, ces bâtiments vont être assujettis aux différentes réglementations. On a parlé du décret tertiaire, on a parlé du décret BAX. À partir de 2027, la plupart des bâtiments de plus de 1000 m² vont être concernés par le décret BAX. Vous avez une donnée assez intéressante aussi en bas que vous avez dans les petits ronds verts, qui est la pénétration des GTB dans les bâtiments. On se rend compte que sur les grands bâtiments, au-dessus de 10 000 m², on est plutôt bien équipé. Les GTB sont installés, on a commencé à optimiser les consommations dans les bâtiments, on est conforme au décret BAX. Par contre, tous les petits et moyens bâtiments, donc en dessous de 5000 m², on a un taux de pénétration qui est très faible. Pourtant, ces bâtiments-là, ils vont être aussi soumis au décret BAX. Et donc, aujourd'hui, Schneider se positionne pour dire on a des solutions pour les grands bâtiments, c'est des choses qui existent, c'est des choses qui sont déployées et qui sont accessibles sur le marché. Par contre, on travaille avec l'écosystème pour maintenant proposer aussi des solutions pour les petits et moyens bâtiments, des solutions de GTB qui vont permettre de réduire les consommations, qui vont permettre d'être conformes au décret BAX, et tout ça en proposant des solutions qui sont plus abordables. En fait, la vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les GTB traditionnels sont trop chers quand vous avez un bâtiment de 1000, 2000, 5000 m² par rapport aux économies que ça va vous rapporter. Donc voilà, vous avez deux exemples ici d'offres proposées par Schneider. Donc sur les grands bâtiments, on parle ici d'hôpitaux, de centres commerciaux, de bâtiments de bureaux. On a cette offre Building Operation qui est une offre traditionnelle. Et vous avez, là où vous avez le petit logo bleu New, une nouvelle offre qu'on a commercialisée fin d'année dernière pour apporter des solutions aux propriétaires de petits et moyens bâtiments, pour qu'eux aussi puissent être conformes au décret BAX, pour qu'eux aussi puissent commencer à digitaliser leurs bâtiments pour faire des économies d'énergie. Donc c'est une GTB simple, c'est une GTB IoT, c'est une GTB classée qui permet d'être conforme au décret BAX. Ensuite, vous avez toute la couche qui est une couche intermédiaire, qui est une couche de service. Finalement, on se rend compte que les propriétaires des bâtiments, de manière générale, n'ont pas forcément une expertise pour gérer les GTB, pour optimiser les consommations d'énergie. Là, Schneider va proposer en direct à ses clients des services pour réduire les consommations en analysant les données. En ce moment, on parle beaucoup d'AI, donc des algorithmes qui vont permettre d'aller chercher des économies d'énergie qui ne seraient pas finalement accessibles par une analyse simple. On va aussi prendre la main à distance sur les GTB pour optimiser les consommations et améliorer aussi le confort dans les petits et moyens bâtiments.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les GTB qui sont déployés, vous avez à peu près 1 sur 2 qui est réellement utilisée, paramétrée et optimisée, même dans les grands bâtiments. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui, au-delà du déploiement imposé par les décrets, d'opérer ces GTB, de les paramétrer pour que le confort et les consommations soient optimisées. Comment ça prend forme et comment on passe du rêve à la réalité? Je vais passer directement sur la solution. Par rapport à... Voilà, on a fait l'audit, cette phase est passée. Maintenant, on passe à la réalité, on doit déployer les solutions. Ici, vous avez un type de solution. Je vous parlais de cette offre Building Activate pour les petits et moyens bâtiments. Donc, on est sur le déploiement d'une GTB IoT avec toute une couche base. Donc, on va aller positionner des capteurs. On sera bien sûr sur des capteurs où on va supporter les capteurs Schneider, mais on sera interopérable. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'acteurs ici qui proposent des capteurs sans fil. L'idée, c'est au maximum sur de la rénovation, de la mise en conformité, qu'on puisse avoir du capteur sans fil qui va permettre d'alléger la facture au niveau de l'investissement initial. Ensuite, vous avez une passerelle IoT. Et encore une fois, on est sur des solutions simples. Donc, c'est, je dirais, un passe-plat entre toute la partie capteur, contrôleur, installés sur site et les solutions cloud. On est ici sur une solution cloud qui permet, en particulier pour les exploitants qui ne sont pas toujours sur site dans les petits et moyens bâtiments, d'accéder à distance à l'ensemble des données, d'analyser les données de consommation et de prendre la main aussi à distance pour faire du contrôle, du pilotage, du planning horaire sur l'ensemble des usages, sur les différentes zones et pour les différents équipements dans le bâtiment. Et ensuite, vous avez toute la couche, en effet, où on va être sur des modèles de plus en plus SaaS. Donc, un abonnement qui va vous permettre d'accéder aux données. Et ensuite, de manière autonome, vous pourrez analyser vos données, vous focaliser sur les sites qui sont les moins performants et par là même optimiser les consommations et demain répondre aux objectifs du décret tertiaire. Moins 40% en 2030, c'est demain. Et donc, il y a des efforts conséquents à faire aussi dans les petits et moyens bâtiments. Donc, finalement, on arrive avec un écosystème complet de produits, de software, un écosystème de partenaires avec des bureaux d'études pour la phase d'audit et des partenaires technologiques qui vont aussi apporter des capteurs sans fil pour aller instrumenter les zones et les bâtiments, les équipements qui sont clés pour le mode de fonctionnement des propriétaires de ce type de bâtiment. Voilà pour la solution. Pour la conclusion, Fred, je pense que c'est pour toi. Ouais. Je fais la suite. Donc, je ne connais pas trop la population dans la salle. Mais voilà, si vous êtes en maîtrise d'ouvrage, si vous voulez faire un audit, faire les travaux dans votre bâtiment, ce qu'on peut que vous recommander, c'est effectivement passer pas directement de l'audit à la phase de travaux. Il y a des études de faisabilité, comme l'a dit Thomas. Ça peut être même des premières actions de maîtrise d'œuvre. Si vous ne voulez pas être déçu par le résultat en termes de confort, en termes de ROI, cette phase est vraiment importante entre le simple audit et la phase des travaux. Si vous êtes côté bureau d'études, au-delà des technologies que vous a présentées Antoine, on vous apporte beaucoup d'outils d'accompagnement. Alors effectivement, il y a tout l'aspect bonne pratique sur les audits, hein, mais il y a aussi tous les services associés, ne serait-ce que pour calculer très facilement en 3-4 clics une valeur absolue sur le décret tertiaire, définir une classe de GTB. Vous savez que la classe de GTB, si vous voulez aller chercher DC2E, pardon, il faut connaître la classe de GTB d'origine. Donc on a un petit utilitaire qui est capable de faire ça sur tous les usages. Et puis, comme je vous en parlais, calculer les C2E associés à la GTB. Et puis si on va un peu plus loin, on a des utilitaires comme pour faire la rédaction des CCTP. Voilà, on va se laisser des temps pour les questions. Je vous ai juste mis 2 QR codes. Voilà, si vous voulez regarder les outils, vous en avez un. Alors pour le coup, pour vous, c'est à droite. Et si vous voulez aller un peu plus loin avec le retour d'expérience de Thomas, effectivement, il y a ces coordonnées sur l'écran. Je crois qu'on doit mettre le casque pour les questions. C'est bon, vous êtes équipés.
Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un micro pour juste là. Ici. Merci beaucoup. Je voulais féliciter le trio. Et dans mon questionnement porte, vous avez dit que la rénovation, c'est moins cher. Est-ce qu'entre rénovation et reconstruction et démolition d'un bâtiment, pour le faire en conformité? Merci. Alors, j'ai dit que ça avait beaucoup moins d'impact sur l'environnement, à condition que ce soit une rénovation bas carbone avec tous les matériaux associés. Après, en termes de prix, j'imagine que c'est moins cher de rénover un bâtiment plutôt que de repartir de zéro, évacuer les matériaux et reconstruire derrière. Il y a une question au fond, je ne sais pas qui. Oui, vous m'entendez? Oui, très Super. bien. Je vous remercie pour la présentation tout d'abord. Maxime Goulard, ACT Commodities. J'ai juste une petite question donc, sur votre offre Building Activate. Vous mentionnez donc la partie entre guillemets supervision, automatisme. Tout ce qui est partie CVC pour répondre à la norme ISO 50220, c'est vous qui la gérez aussi? On va la gérer en partie. Donc souvent, quand on arrive sur de la rénovation, on a des équipements qui sont déjà en place. Donc on va venir s'interfacer avec ces équipements, avec les cartes électroniques des constructeurs finalement de ce type d'équipement CVC. On travaille aussi avec des fournisseurs, des partenaires externes qui vont apporter cette expertise et les capteurs, les actionneurs, les contrôleurs nécessaires pour venir s'interfacer. Donc je parlais tout à l'heure de tout un écosystème. Une partie des usages, on va les adresser en direct et d'autres, on va aller chercher des partenariats pour pouvoir apporter des solutions. Bonjour. Une petite question concernant justement l'intégration de Schneider, notamment. Moi, je suis auditeur. Aujourd'hui, vous avez dit on peut vous intégrer en phase préliminaire, juste au moment de l'audit. Comment justement vous intégrer sans que vienne, comme vous disiez tout à l'heure, que je vous préconise de façon. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à formuler la question, mais vous intégrer. C'est une très bonne question et c'est assez délicat. Notamment pour rester dans les clous de la norme. On fait en sorte d'avoir un travail collaboratif, surtout pour maîtriser les listes de points, les coûts, l'architecture et les technologies. Dans un audit comme dans un CCTP, on ne peut pas se permettre de marquer telle solution de Schneider Electric et ce n'est pas la volonté. Par contre, on oriente sur des technologies qui nous paraissent adaptées. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à fournir de la qualité au donneur d'ordre final. Le but, c'est pas de faire de la vitrine de Schneider Electric dans un audit énergétique. Et d'ailleurs, on ne préconise pas tout le temps du Schneider s'il n'y a pas de besoin de GTB ou d'autres systèmes. C'est vraiment quand l'identification d'une GTB est pertinente et que l'architecture le permet, auquel cas on a plaisir à travailler avec Schneider pour la proximité et pour les services que Frédéric présentait. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention de la manière dont c'est présenté pour ne pas être jugé parti sur un produit. C'est plutôt dans le cas, en fait, si dans votre rapport d'audit, si vous devez remettre une prestation chiffrée et engageante, dans ce cas-là, on peut vous aider à faire l'étude. On ne prend pas de risque et c'est vrai que le client est déjà bien orienté sur le prix final. Oui, bonjour et merci. Question plutôt à l'attention de M. Garcia. Vous avez parlé tout à l'heure du chiffre de moins de 5% de passage à l'action entre les préconisations et les travaux. Quels sont les leviers d'action que vous avez pour pouvoir accompagner justement vos prestataires, vos clients à faire ce passage à l'acte? C'est une très bonne question. Nous, on était d'abord maître d'œuvre avant d'être auditeur énergétique. Quand le décret tertiaire est sorti, on a structuré un pôle à part entière autour de ces prestations d'énergie management. Et on pensait que les audits énergétiques allaient découler derrière sur de la conversion et accompagner les clients sur le long terme et d'ailleurs se satisfaire de voir les actions réellement mises en place. Comme je vous disais, 5%, et encore c'est le chiffre plutôt haut. On a commencé à faire des audits depuis 2020 à peu près, post-Covid. Donc ça fait 5 ans maintenant. Et ce temps de latence, je pense qu'il est principalement dû au fait que beaucoup se sont mis à faire des audits pour calculer un peu leur trajectoire décret tertiaire, pour orienter sur de la stratégie de modulation et autres.
vu que l'échéance elle est à 2030, 2030 c'est quand même dans 5 ans, et donc beaucoup de nos clients prennent encore ce temps de recul pour analyser les audits, récupérer du financement, se structurer autour de ça, se faire accompagner au mieux pour ne pas foncer tête baissée dans les travaux et faire les choses bien. Ça serait le risque finalement de tout mettre en œuvre trop rapidement, sans vraie réflexion, sans schéma directeur. Donc je pense qu'il y a cette notion de timing qui 2030 ça arrive vite, mais il y a quand même un peu de temps. Il y a ces problématiques de financement. Et il y a surtout les crises qu'on traverse. Beaucoup d'entreprises se sont lancées dans l'efficacité énergétique, mais sont aussi revenues à leur métier premier, que ce soit de l'hôtellerie, de la restauration, des hôpitaux et autres. Donc les audits ont été faits, c'est très bien. C'était à faire avant 2026 si on voulait faire de la modulation. Et maintenant, ils se laissent un peu de temps de réflexion. Donc c'est à nous aussi de ne pas les lâcher, de continuer à les accompagner. Et voilà, pour faire en sorte qu'à 2030, les travaux aient bien été réalisés. Merci pour votre présentation. Mais justement, c'est pour abonder dans la même question que le monsieur. Concernant ce fameux 5%, bon, c'est le chiffre que vous-même vous avez constaté au but de votre activité. Est-ce que vous pourrez éventuellement nous donner un petit peu plus de détails dans le sens où quels sont les clients qui ont effectivement sont partis sur une démarche de réalisation de travaux, la typologie des bâtiments, la typologie des bâtiments en l'occurrence, et également, qu'est-ce qui a fait que ces derniers sont partis effectivement vers une démarche de concrétisation? Ouais, c'est une très bonne question. On travaille à la fois avec des clients privés et publics dans nos donneurs d'ordre. Alors en tout cas, encore une fois, nous on est dans un marché à part entière, on est à Marseille, mais pour autant, les donneurs d'ordre qui sont le plus proactifs sur la mise en place et la conversion des actions, ça reste les donneurs d'ordre publics. Donc principalement les communes, départements et régions. Les communes via des mécanismes que vous devez connaître pour certains, mais tout ce qui est CPE ou MGP, parce qu'il y a cette notion d'engagement, et donc beaucoup plus rassurant pour se lancer dans une mission, dans un projet d'ensemble de rénovation. Donc MGP, là où on part en commun, en groupement avec des entreprises de travaux, des exploitants, des mainteneurs, des installateurs, des éditeurs de logiciels s'il faut faire du monitoring et autres, et évidemment donc architectes et bureaux d'études. Là, il y a une vraie notion de projet d'ensemble. Ça aide un peu à passer à l'action parce qu'il y a cette notion d'engagement. Côté privé, c'est un peu plus lent. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Les donneurs d'ordre qui sont passés à l'action, c'est plutôt des institutionnels. Donc typiquement, on a à Marseille, on est en train de mettre ça en place, donc des actions en place pour le siège d'AXA, donc les assureurs, qui ont vraiment cette démarche nationale globale de rénovation. Les propriétaires fonciers qui sont, on va dire, monopropriétaires, donc qui ont fait des premières démarches, eux ont encore du temps parce que notamment la discussion entre les propriétaires et les locataires est longue et fastidieuse. Il y a des avocats qui se sont spécialisés dans la rédaction des baux d'ailleurs, sur les baux de location pour savoir qui supporte le coût des actions. Est-ce que c'est le propriétaire ou est-ce que c'est le locataire? Et voilà, donc ça traîne un peu côté privé, mais j'espère que d'ici 2030, ils auront franchi le cap. Bonjour. Vous m'excuserez, Frédéric, je n'ai pas retenu votre nom, mais vous parliez de certificats d'économie d'énergie et qu'il fallait déterminer le niveau de GTB, la classe de GTB pour pouvoir bénéficier de aides. Est-ce que l'audit énergétique suffit à déterminer cette classe-là ou il faut une audit GTB complémentaire à l'audit énergétique? Alors, tu me confirmeras, mais dans la phase d'audit, il n'y a pas d'audit énergétique réglementaire, il n'y a pas spécifiquement cette définition de la classe de GTB. C'est plus faire un état des lieux et voir s'il y a des améliorations. Dans le cadre de C2E, donc vous pouvez prétendre à C2E si vous partez d'une classe D, enfin D, peut-être pas C, et vous le montez en B ou en A. Et pour ça, il faut connaître la base. Et il y a une norme qui définit les classes de GTB, qui est relativement complexe. Et donc c'est pour ça qu'on a plutôt fait un utilitaire avec des choix multiples pour définir une classe de GTB par usage. Et ça permet d'aller monter le dossier de C2E sur lequel on peut vous accompagner, ça faisait partie des outils, pour aller chercher du financement pour monter en classe de GTB. C'est vrai que l'utilitaire de Schneider est assez pratique et nous, ça fait partie des outils dont on se sert pour rapidement déterminer la classe de GTB. Tout dépend aussi, pour répondre à votre question, de ce qui a été vendu ou non en prestation.
C'est vrai que malheureusement, on est confronté à des budgets assez limités, donc certains maîtres d'ouvrage veulent aller à l'essentiel, mais dès qu'il y a une appétence autour de la GTB et du décret BAX, voilà, on chiffre ce temps supplémentaire qui n'est pas forcément si conséquent pour aller déterminer la classe de GTB actuelle et projeter vers de la classe B, de la classe A, encore mieux. Mais ça peut être fait dès l'étape d'audit énergétique. On a terminé. Je crois qu'on est pris par le temps. Merci Merci à beaucoup. tous.